l'impôt sur les sociétés. Comment calcule-t-on l'impôt sur les sociétés? Déjà, qui paye l'impôt sur les sociétés? Les sociétés. Oui, mais pas que. Au regard de l'IS, l'entrepreneur en EIRL, donc un entrepreneur individuel, peut opter pour une taxation à l'IS. Et ça, il n'y a pas de règle établie. Hein. Je le dis de suite, c'est pas mieux ci, c'est pas mieux là. Eh bien, si la personne qui veut savoir si elle passe en IS ou si elle reste en impôt sur le revenu, elle prend ces chiffres, elle les additionne et elle calcule. Car ça va dépendre du foyer fiscal, ça va dépendre du compagnon ou de la compagne ou de l'époux, de l'épouse, combien il gagne, à combien se situe le foyer fiscal, combien de parts il y a dans le foyer fiscal. Si on a les enfants petits, c'est pas la même que quand ils sont grands ou à l'université, ou alors qui est proche d'être majeur, et du coup on va perdre une demi-part par enfant. Et alors là, ça pourrait faire la différence, sachant que l'option à l'IS, elle est irréversible. On ne peut pas revenir dessus après. Donc il faut, selon les informations que j'ai. Après, ça peut évoluer, tout évolue dans la vie, donc à l'heure actuelle, une fois qu'on a opté pour l'IS, on ne peut plus revenir à l'IR. Alors, ça se calcule, il faut bien additionner vos valeurs et vous projeter sur l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après? Oui, à l'heure actuelle, ça peut être intéressant, mais comment ça va se passer après? Donc, dans les deux sens. Par contre, si on reste à l'IR, on peut opter pour l'IS à n'importe quel moment. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis à l'IR parce qu'on a 4 enfants, parce que ça fait 2 parts de plus, donc ça reste avantageux par rapport à l'imposition. Mais après, il faut savoir que l'impôt sur le revenu, on va le voir, passe de 11% à 30% d'un coup, et que là, si par exemple le salaire de l'époux, de l'épouse nous fait arriver presque aux 30%, et que du coup les revenus de l'entreprise vont venir faire basculer à 30%, gagne peut-être à être à l'IS avec le taux réduit à 15%, et puis financer certaines des dépenses du ménage avec l'entreprise. On ne verra pas ça en cours, mais sachant qu'il y en a qui le font, et que parfois il est plus avantageux de déclarer des avantages en nature sur un bien utilisé à la fois pour l'emploi et pour le domicile, plutôt que de tout prendre en domicile, faire des notes de frais et puis payer des taxes et des cotisations sur un dividende qu'on va percevoir. C'est un calcul aussi. Qui paye l'IS de manière obligatoire les sociétés? De manière optionnelle, la SARL de famille, de fait, elle est à l'IS, mais elle peut opter pour l'impôt sur le revenu parce que ça reste dans le milieu familial. Voilà. Quels sont les montants imposés? Ce sont les bénéfices. On a vu dans le fait de calculer le résultat que le bénéfice qui va être le bénéfice fiscal n'est pas forcément le bénéfice comptable. Car on a pu enregistrer en comptabilité des charges qui ne sont pas déductibles. Pour être déductibles, elles doivent être avérées, vérifiables et quantifiables. On va prendre l'exemple de la provision pour les retraites des salariés, qui est dans la norme comptable, il faut l'enregistrer, cette provision, parce qu'elle est quelque part due aux salariés. Mais de notre côté, on n'est pas certain, quand il va prendre la retraite, qu'il sera chez nous. Donc, elle n'est pas avérée. Et en plus, le jour où il prend sa retraite, on ne sait pas combien ça va coûter. Donc, elle n'est pas quantifiable. Elle n'est pas vérifiable non plus. Le jeune homme qui est là en salarié, voire l'apprenti, on ne sait pas où il sera quand il va prendre sa retraite. D'accord? Donc, on ne peut pas, au sens fiscal, ce n'est pas déductible. Donc, on est obligé de la mettre parce qu'on le doit aux salariés, mais par contre, on doit la réintégrer parce qu'elle n'est pas avérée, elle n'est pas déductible. Et donc là, on va avoir un résultat comptable différent du résultat fiscal. Quel taux? Alors là, ça a été vachement simplifié. Le taux ces derniers temps, avant, on avait une multitude de taux, on peut avoir 4 taux différents. Là, maintenant, il n'y en a plus que 2. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros, donc on a de la marge, dont le capital est entièrement libéré. J'ai beaucoup de questions sur la libération du capital, je vais faire une parenthèse dès que j'ai fini ma phrase. Et dont le capital est détenu par au moins 75 personnes physiques, à ce moment-là, il y a un taux réduit à 15% sur les 38 120 premiers euros de bénéfices.
C'est-à-dire qu'on a la première tranche, 38 120, elle est taxée à 15%. Et ce qui dépasse, c'est taxé à 25%. Pour les autres entreprises, celles qui dépassent, alors voilà, ça vient d'être supprimé là. Hein. J'ai constaté ça en début de semaine. Pour les autres, ah ben, c'est 25%, point final. Alors, qu'est-ce qu'un capital totalement libéré? Le capital totalement libéré, c'est que le jour où les associés décident de créer l'entreprise, ils disent, on va mettre tant d'argent. Mais ils ne sont pas obligés de tout apporter de suite. Ils sont obligés de verser 25% du montant. Le reste, ils ont 5 ans pour le débloquer. Donc, ce capital qui n'est pas versé à l'entreprise par les associés, il est bloqué. Donc, pour qu'il soit libéré, il faut qu'il soit débloqué. C'est-à-dire qu'un capital totalement libéré, c'est que l'ensemble des associés ont tous débloqué le capital, ils ont tous versé les montants pour lesquels ils se sont engagés. Et je dis tous, il suffit d'un retardataire pour que le capital ne soit pas considéré comme étant intégralement libéré. Donc du coup, ça veut dire pas de réduction de pourcentage d'impôt, d'accord? Et en plus, le bénéfice ne peut pas être distribué. C'est la lourde punition. Alors, comment il se calcule? On prend le bénéfice, le résultat fiscal, on le multiplie par le taux et on calcule l'impôt. Cet impôt, comment on l'enregistre? Eh bien, on l'enregistre en 695, 444, parce qu'en fait, il est payé l'année suivante. Quand on fait la clôture, on va le calculer sur l'exercice auquel il se rapporte, d'accord? Mais par contre, le montant qui est payé va être payé l'année suivante. Alors, je vous ai parlé de comparer avec l'impôt sur le revenu. Vous voyez bien, on a une tranche qui est quand même à 10 000 euros, qui a 0 imposition. Et c'est là l'intérêt de calculer. Parce qu'on a, l'IS, c'est taxé dès le premier euro. Et là, on a quand même 10 000 euros, il n'y a rien dessus. Et après, de 10 000 euros à 26 000 euros, il y a 11%. Et ça, c'est par part. S'il y a 2 parts, on multiplie par 2. S'il y a 3 parts, on multiplie. Donc le couple avec 2 enfants, il y a 3 parts, on multiplie par 3. Donc ça devient intéressant selon le bénéfice de l'entreprise. Hein. Le prélèvement à la source, ça je vais passer, ça n'a pas. On n'a pas la maîtrise là-dessus. La seule maîtrise qu'on a, c'est de contacter ce numéro-là pour demander le réajustement s'il y a une erreur. Donc l'impôt sur le revenu, c'est par tranche. Hein. De 0 à 10, après de 10 à 20, et ainsi de suite. Et après, on additionne les montants qui sont en face de chaque tranche. Je vais bien appuyer sur la notion de déductibilité des véhicules de tourisme. On va écrire la dotation aux amortissements sur la valeur totale du véhicule, mais on va devoir réintégrer la quote-part qui n'est pas déductible. C'est-à-dire, si on a amorti notre véhicule sur 5 ans, eh bien, qu'on l'a payé 35 000 euros, on va prendre le premier cas. Voilà, il est à 30 000 et nous, on l'a payé 35 000. Donc, il va y avoir 5 000 euros qui ne sont pas déductibles. On ne va pas se les coller dès le premier exercice. Hein. On va les répartir sur les 5 ans. Notre véhicule, on va l'amortir sur 5 ans. Donc, on va passer 7 000 euros par an de dotation aux amortissements et on va réintégrer chaque fois 1 000 euros. C'est-à-dire, parce que là, on est à 6 000 euros déductibles. Donc, il y a 1 000 euros d'écart et ces 1 000 euros vont être réintégrés tous les ans. Que ce soit à l'achat ou en leasing, c'est pareil. Hein, voilà. Nous avons terminé avec cette explication. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Je vous dis au revoir et à bientôt.